Le moniteur cardiaque émettait des bips irréguliers tandis que le garçon de 6 ans luttait pour garder les yeux ouverts. Ses petites mains, autrefois pleines de vie, tremblaient maintenant faiblement sur le drap blanc de l'hôpital. L'infirmière ajusta la perfusion pour la 3e fois de l'heure, évitant de regarder directement le père, immobile au chevet du lit, les poings serrés et le visage marqué par des nuits sans sommeil. Richard avait bâti un empire à partir de rien. Ses décisions faisaient bouger des millions de dollars chaque jour. Il dirigeait les salles de réunion avec fermeté, négociait des contrats internationaux sans ciller et résolvait des crises d'entreprise avant le petit déjeuner. Mais là, dans cette chambre d'hôpital à Los Angeles, toute sa fortune et son pouvoir ne valaient absolument rien. Le cancer qui dévorait son fils unique n'acceptait ni pot de vin ni négociation. 5 jours. C'était tout ce qu'il restait, selon les médecins. 5 jours pour dire adieu au garçon qui portait son nom et ses yeux bruns. 5 jours pour accepter l'inacceptable. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Une femme noire d'environ 40 ans entra, portant un petit sac à dos et une couverture pliée. Ses gestes étaient silencieux, presque révérencieux, comme si elle comprenait que chaque seconde ici avait le poids de l'or. Elle ne portait pas d'uniforme hospitalier. Ses vêtements simples mais soignés contrastaient avec l'ambiance clinique et froide. « J'ai apporté cette couverture bleue qu'il aime », dit-elle d'une voix basse, s'approchant du lit. Celle avec les petits oursons brodés. Richard hocha simplement la tête, incapable de formuler un mot. Ces 3 dernières années, depuis que sa femme était morte dans un accident de voiture, cette femme avait été la seule constante dans sa vie chaotique et celle de son fils. Elle arrivait avant le lever du soleil et repartait après que le garçon s'endormait. Elle préparait ses plats préférés, connaissait chacune de ses peurs et de ses rêveries, nettoyait ses genoux écorchés et essuyait les larmes des nuits difficiles. Le garçon ouvrit les yeux en sentant le toucher familier. Un faible sourire apparut sur ses lèvres gercées par la déshydratation. « Tu es venu » murmura-t-il. « Je viens toujours » répondit-elle, en ajustant la couverture sur son corps fragile. « J'ai promis de ne jamais te laisser seul, tu te souviens ?» Richard observait la scène, le cœur serré. Pendant des années, il avait traité cette femme simplement comme une employée efficace. Il la payait bien, lui offrait des congés généreux et un salaire au-dessus du marché, mais n'avait jamais vraiment remarqué à quel point elle était devenue indispensable. Pas seulement pour que la maison tourne, mais pour maintenir son fils en vie émotionnellement après la perte de sa mère. Le diagnostic était tombé 8 mois plus tôt, comme un coup de poing dans l'estomac. Tumeur hépatique agressive, disaient les rapports médicaux froids et techniques. Les cellules cancéreuses se multipliaient à une vitesse effrayante, dévorant sans pitié le petit foie du garçon. Richard avait mobilisé les meilleurs oncologues du pays. Ils avaient pris l'avion pour des cliniques expérimentales en Suisse, consulté des spécialistes au Japon, tenté des protocoles non approuvés en Israël. Rien n'avait fonctionné. La chimiothérapie avait transformé ses cheveux blonds et brillants en mèches rares et ternes. L'immunothérapie avait provoqué des réactions qui avaient couvert son corps de plaies douloureuses. Les essais cliniques promettaient de l'espoir, mais n'apportaient que plus de souffrance. Et à travers tout cela, tandis que Richard signait des chèques et organisait des voyages médicaux autour du monde, c'était elle qui tenait la bassine quand le garçon vomissait, qui chantait doucement pendant les nuits de fièvre, qui inventait des histoires drôles pour le distraire de la douleur. « Papa est encore triste », dit le garçon, tournant la tête avec effort pour regarder son père. Richard s'éclaircit la gorge, essayant de cacher l'émotion qui menaçait de déborder. « Je suis juste fatigué, mon fils. »« Mensonge », répondit le garçon avec cette honnêteté brutale propre aux enfants. « Tu pleures quand tu penses que je ne te vois pas. » La femme posa doucement sa main sur le front du garçon, vérifiant sa température comme elle le faisait des dizaines de fois par jour. « Ton père t'aime beaucoup, » dit-elle. « Les gens qui aiment beaucoup sont parfois tristes. Ça fait partie de l'amour. »« Et toi, tu m'aimes ?» La question fut si simple, si directe, qu'elle dut ravaler un sanglot avant de répondre. « Plus que tout au monde. »« Alors tu es ma maman numéro 2, » déclara le garçon, comme s'il énonçait un fait indiscutable. « Maman, celle qui est au ciel, c'est la numéro 1, et toi, tu es la numéro 2. D'accord ?» Les larmes lui échappèrent enfin, glissant silencieusement sur ses joues. Richard détourna le regard, sentant son propre visage brûler d'émotions contenues. Cette nuit-là, quand le garçon s'endormit enfin, apaisé par les médicaments, Richard trouva la femme dans le couloir de l'hôpital. Elle était appuyée contre le mur, la tête baissée, les épaules secouées de sanglots silencieux. Pour la première fois en 3 ans de cohabitation, il la vit vraiment. Non comme l'employé qui maintenait sa vie organisée, mais comme l'être humain qui avait choisi d'aimer son fils inconditionnellement. « Merci », dit-il, et le mot sortit chargé de tout ce qu'il ne parvenait pas à exprimer. Elle s'essuya le visage rapidement, tentant de retrouver sa contenance. « Il n'y a pas de quoi. »
Je ferai n'importe quoi pour lui. Et Richard l'a cru. Il y avait dans sa voix, dans cette lueur de détermination farouche au fond de ses yeux fatigués, quelque chose qui faisait résonner ces mots comme plus qu'un simple réconfort. C'était une promesse. Mais il n'imaginait pas à quel point cette promesse allait être mise à l'épreuve. Il ne se doutait pas que 5 jours plus tard, le monde entier parlerait de la femme que sa famille avait sous-estimée depuis si longtemps. Les médecins avaient donné le délai. L'horloge tournait. Et tandis que Richard se préparait au pire, elle, déjà, préparait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce voyage émouvant. Le deuxième jour commença par une réunion médicale que Richard n'oublierait jamais. 4 spécialistes entrèrent dans le petit bureau administratif de l'hôpital, chacun portant des dossiers épais et des expressions sombres. L'oncologue en chef, une femme aux cheveux gris avec 40 ans d'expérience, alla droit au but, sans détours inutiles. Le foie est en train de tomber complètement en panne, dit-elle en pointant les images récentes sur les moniteurs. Même si nous pouvions obtenir une transplantation maintenant, les chances seraient minimes. Son corps est trop faible pour supporter une chirurgie de cette ampleur. Richard sentit le sol disparaître sous ses pieds. Pendant des mois, il s'était accroché à l'espoir qu'un donneur compatible apparaisse. Il avait inscrit son fils sur toutes les listes d'attente possibles, offert des récompenses obscènes, mobilisé son réseau de contacts pour accélérer le processus. Mais le temps était écoulé avant qu'un miracle ne se produise. Et si je payais pour une transplantation privée? Il existe des pays où les règles sont différentes. Le silence embarrassant qui suivit sa question fut une réponse suffisante. L'un des médecins, un jeune homme portant des lunettes rondes, parla enfin. « Monsieur, même si nous trouvions un donneur vivant compatible aujourd'hui, la loi aux États-Unis exige un lien direct ou une parenté légale. Et franchement, votre fils n'a pas la force de survivre à la procédure. » Richard frappa la table avec force, faisant reculer les médecins. « Alors vous dites qu'il n'y a rien? Absolument rien qui puisse être fait? » L'oncologue soupira lourdement. « Nous pouvons assurer son confort. Faire en sorte qu'il ne ressente pas de douleur. C'est ce que nous pouvons offrir pour l'instant. » Quand Richard retourna dans la chambre, il trouva la femme assise au bord du lit, lisant un livre illustré au garçon. Sa voix était douce, transformant chaque mot en mélodie réconfortante. Le garçon souriait, malgré sa pâleur extrême et les tuyaux reliés à son petit corps fragile. Et alors le dragon réalisa qu'il n'avait pas besoin de cracher du feu pour être spécial, lisait-elle. Il devait juste être lui-même. « Je voulais être un dragon, » murmura le garçon. « Les dragons ne tombent pas malades. »« Les dragons ont aussi des jours difficiles, » répondit-elle, refermant doucement le livre. « Mais ils sont courageux. Comme toi. » Richard observait depuis la porte, partagé entre la gratitude et un sentiment croissant d'inadéquation. Il était le père, il devrait offrir du réconfort, raconter des histoires, maintenir l'espoir vivant. Mais la vérité était qu'il ne savait pas comment. Toute sa vie avait été construite sur le contrôle et les résultats, et là se trouvait quelque chose complètement hors de sa portée. Cet après-midi-là, tandis que Richard devait sortir brièvement pour signer des papiers au bureau, la femme resta à l'hôpital. Elle observa chaque détail de l'état du garçon, chaque chiffre sur les moniteurs, chaque mot échangé à voix basse par les médecins dans les couloirs. Et lorsqu'elle eut la certitude d'être seule, elle sortit son vieux téléphone portable et effectua une recherche qu'elle retardait depuis des semaines. Don de foi par une personne vivante. Conditions. Compatibilité. Les informations apparurent sur le petit écran, chaque mot étant absorbé avec intensité. Elle découvrit qu'il était possible de donner une partie du foie, que l'organe avait une capacité de régénération, que les donneurs vivants avaient des taux de réussite supérieurs à ceux des donneurs décédés. Mais elle découvrit aussi les obstacles, examens médicaux approfondis, autorisation, preuve de parenté ou lien légal. Elle n'était pas parente. Elle n'avait aucun lien légal. Elle était simplement l'employée. Mais cela ne l'empêcha pas de continuer ses recherches. Dans les jours suivants, alors que l'état du garçon se détériorait visiblement, elle commença à agir en secret. Pendant ses rares heures de pause, elle visita une clinique de l'autre côté de la ville. Elle mentit sur les raisons, disant qu'elle voulait un bilan complet. Elle paya les analyses sanguines avec l'argent qu'elle avait économisé pendant des années. Le résultat arriva 3 jours plus tard, le jour même où le garçon atteignait son délai de 5 jours selon les médecins. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, seule dans les toilettes du personnel de l'hôpital. Compatibilité, positive. Groupe sanguin, compatible. Tissu, correspondance exceptionnelle. Elle était une donneuse parfaite. Les larmes tombées sur ce papier n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de quelque chose de beaucoup plus puissant, une détermination absolue.
Elle avait trouvé la réponse qu'elle cherchait. Maintenant, il fallait trouver un moyen de l'utiliser. Mais lorsqu'elle essaya de se présenter officiellement comme donneuse à l'hôpital même où le garçon était interné, elle fut accueillie par un assistant administratif qui leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur. « Quel est votre lien avec le patient ? » « Je m'occupe de lui depuis 3 ans. Je suis comme une mère pour lui. » L'homme tapa quelque chose lentement, puis secoua la tête. « Il faut être parent consanguin ou tuteur légal. Ce sont les règles fédérales. Je ne peux pas traiter votre demande. »« Mais je suis compatible, » insista-t-elle, posant les résultats sur la table. « Regardez ici. C'est une correspondance parfaite. Je suis désolé. Je ne peux pas aider. Passons au prochain de la liste, s'il vous plaît. » Elle quitta ce bureau avec un mélange de colère et de désespoir. Le système disait que son amour n'avait aucune importance. Que 3 années passées à prendre soin de ce garçon, à essuyer ses larmes, le nourrir, chanter pour qu'il s'endorme, ne signifiait rien face aux formulaires et règlements. Cette nuit-là, elle resta éveillée tard dans son petit appartement, naviguant sur des forums médicaux internationaux. C'est alors qu'elle trouva des mentions de cliniques en dehors des États-Unis qui opéraient avec des règles différentes. Des endroits où la bureaucratie n'étouffait pas la compassion. Des lieux où, si vous aviez la compatibilité et la détermination, vous pouviez sauver une vie indépendamment des papiers. C'était risqué. Probablement illégal. Cela pouvait coûter sa propre santé, voire sa vie. Mais tandis qu'elle regardait la photo encadrée du garçon souriant sur sa table de chevet, la décision se cristallisa dans son esprit avec une clarté absolue. Le 4e jour, le garçon demanda quelque chose qui brisa le cœur de tous. « Je veux faire une fête d'anniversaire, » dit-il d'une voix faible. « Même si ce n'est pas vraiment mon anniversaire. » Richard, qui avait passé la nuit précédente à pleurer dans la voiture pour que son fils n'entende rien, s'essuya rapidement les yeux. « Bien sûr, mon fils. Tout ce que tu veux. » Le personnel de l'hôpital se mobilisa de manière touchante. Les infirmières apportèrent des ballons colorés. Le personnel de la cuisine prépara un petit gâteau. D'autres patients de la pédiatrie vinrent rendre visite, certains en fauteuil roulant, d'autres soutenus par des béquilles. Pendant quelques heures, cette chambre d'hôpital se transforma en quelque chose de différent. Il y avait des rires. Il y avait de la musique douce. Il y avait un espoir simulé que tout se maintenait vivant, car c'était tout ce qui restait. La femme avait décoré chaque coin de la chambre. Des guirlandes colorées étaient suspendues, des dessins faits par elle-même, un panneau avec des photos du garçon à des moments heureux. Elle chanta « Joyeux anniversaire » avec une joie forcée qui cachait la douleur écrasante dans sa poitrine. Quand tout le monde partit et que la chambre redevint silencieuse, le garçon serra sa main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi faible. « Je vais mourir, hein ?» La question coupa l'air comme une lame tranchante. Richard, qui ajustait l'oreiller, resta figé. La femme serra la petite main dans la sienne, sentant chaque battement fragile du pouls du garçon. « Tu es très fort, » dit-elle, choisissant soigneusement chaque mot. « Plus fort que n'importe qui que je connaisse. »« Ça veut dire oui, » répondit le garçon, avec cette perception effrayante que les enfants ont parfois. Elle ne put répondre. Elle le serra simplement dans ses bras, sentant le corps petit et fragile contre le sien, mémorisant chaque détail de ce moment car elle savait que les prochains jours allaient tout décider. Plus tard, lorsque le garçon s'endormit enfin sous l'effet des sédatifs, elle quitta l'hôpital et marcha jusqu'à sa vieille voiture. Elle s'assit au volant pendant de longues minutes, respirant profondément, se préparant à ce qu'elle devait faire. Puis elle prit le téléphone et appela le numéro qu'elle avait noté lors de ses recherches. Un numéro international. Une clinique qui opérait dans l'ombre entre la loi et le besoin humain. La voix à l'autre bout du fil avait un accent marqué, mais l'anglais était compréhensible. Un homme qui se présenta simplement comme coordinateur médical écouta son histoire sans l'interrompre. Quand elle eut fini d'expliquer la situation, un silence trop long suivit. « Vos examens montrent une compatibilité complète. »« Oui, j'ai tout documenté. »« Et vous comprenez les risques ? Pour vous-même ?» Elle regarda à travers le pare-brise embué, voyant les lumières de l'hôpital clignoter au loin. « Je comprends parfaitement. Alors nous devons agir vite. Très vite. » Dans les 48 heures suivantes, elle vécut une double vie qui aurait rendu fier n'importe quel espion. Le jour, elle restait aux côtés du garçon comme toujours, lisant des histoires, ajustant les oreillers, discutant avec Richard de choses banales, tandis qu'il sombrait de plus en plus dans un désespoir silencieux. La nuit, elle coordonnait des détails qui semblaient impossibles. La clinique se trouvait au Mexique, à 3 heures de route de la frontière. Ils avaient une équipe qui avait déjà réalisé des interventions similaires, opérant dans une zone grise entre les réglementations de 2 pays. Le coût serait élevé,
Il consommerait toutes les économies qu'elle avait accumulées en 10 ans de travail, plus des prêts qu'elle ne savait pas comment rembourser. Mais l'argent était le moindre des problèmes. Le véritable défi serait de sortir le garçon de l'hôpital sans que personne ne s'en aperçoive avant qu'il ne soit trop tard. Elle étudia chaque service des infirmières, chaque routine de sécurité, chaque mouvement des médecins dans les couloirs. Elle découvrit que les mardis, entre 5 et 6 heures du matin, il y avait un changement de quart où l'attention était divisée. Les infirmières de nuit étaient fatiguées, pressées de partir. Celles du jour n'étaient pas encore complètement arrivées. Il y avait une fenêtre d'opportunité. Richard avait commencé à passer plus de temps au bureau, incapable de supporter de voir son fils dépérir sans pouvoir rien faire. Elle savait que c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Cela faciliterait son action, mais signifiait aussi qu'il abandonnait d'une certaine manière. Abandonnait l'espoir qu'elle gardait encore vivant. Le matin du 5e jour, quand les médecins avaient prévu que ce serait le dernier, le garçon se réveilla en demandant de l'eau. Sa voix n'était qu'un souffle rauque, et la couleur de sa peau avait pris un ton jaunâtre qui indiquait une insuffisance hépatique avancée. Les infirmières échangeaient des regards significatifs. Tous savaient que ce n'était qu'une question d'heure. Elle aida le garçon à boire de petites gorgées, tenant le verre de main légèrement tremblante. « J'ai une surprise pour toi », murmura-t-elle, vérifiant qu'il n'y avait personne à proximité. « Quelle surprise !»« Nous allons faire un voyage. Toi et moi. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent légèrement, une lueur de curiosité traversant le brouillard de douleur et de médicaments. « Où ça ?»« Dans un endroit où ils prendront bien soin de toi. Mais il faut que ce soit notre secret pour l'instant. Tu peux garder un secret ?» Il hocha lentement la tête, ne comprenant pas complètement, mais lui faisant confiance comme toujours. À 4h30 du matin suivant, elle arriva à l'hôpital vêtue de vêtements sombres et portant une petite valise. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que les agents de sécurité de l'accueil pouvaient l'entendre. Mais ils se contentèrent de lui faire signe, habitués à la voir arriver tôt chaque matin. Dans la chambre, le garçon dormait, connecté à une douzaine de tubes et de moniteurs. Elle avait passé les semaines précédentes à apprendre exactement comment les déconnecter sans déclencher d'alarmes immédiates. Certains pouvaient être retirés directement. D'autres devaient être remplacés par des connexions factices qui maintiendraient les appareils enregistreurs de signes vitaux assez longtemps. Ses mains bougeaient avec une précision née du désespoir. Chaque tube déconnecté semblait crier dans sa conscience, mais elle continua. Lorsqu'elle eut terminé, elle enveloppa le garçon dans des couvertures, le prit dans ses bras et se dirigea vers la sortie de secours arrière qu'elle avait cartographiée quelques jours plus tôt. Il pesait presque rien. Un petit corps consumé par la maladie, léger comme un oiseau blessé. Elle le serra contre sa poitrine, murmurant des paroles d'encouragement en descendant les escaliers de service. « Tout ira bien. Fais-moi confiance. Tout ira bien. » Le parking était plongé dans l'obscurité. Sa voiture l'attendait dans le coin le plus éloigné, exactement là où elle l'avait prévu. Elle installa le garçon sur le siège arrière, ajusta des coussins autour de lui, connecta un petit réservoir d'oxygène portable qu'elle avait acheté avec les derniers sous qui lui restaient. Quand elle démarra, ses mains tremblaient tellement qu'elle dut respirer profondément 3 fois avant de réussir à passer la vitesse. Le trajet jusqu'à la frontière fut le plus long de sa vie. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Chaque voiture de police qui passait lui retournait l'estomac. Le garçon ne s'éveilla qu'une seule fois, confus et effrayé. « Où est mon père ?»« Il viendra après, » mentit-elle, détestant chaque mot. « Maintenant, dors encore un peu. » Traverser la frontière fut étonnamment simple. Les gardes regardèrent ses documents, posèrent quelques questions de routine sur le but du voyage. Elle dit qu'elle rendait visite à la famille, montra une lettre d'invitation falsifiée que la clinique avait fournie. Le garçon dormait profondément, semblant juste un enfant fatigué d'un long voyage. De l'autre côté, un homme en blouse blanche attendait dans un SUV noir. Il examina rapidement le garçon, vérifia ses signes vitaux avec un équipement portable et hocha la tête avec approbation sombre. Il est arrivé à temps. De justesse, mais il est arrivé. La clinique n'était pas ce qu'elle attendait. Elle se trouvait en périphérie d'une petite ville, un bâtiment discret pouvant être confondu avec une grande maison. À l'intérieur, cependant, il y avait du matériel médical moderne, une salle d'opération prête, une équipe en attente. Le chirurgien était un homme d'une 50aine d'années, avec de profondes rides autour des yeux. Il expliqua la procédure en termes directs, sans tenter d'adoucir la réalité. Nous allons retirer 60% de votre foie. C'est le pourcentage maximum sécurisé. Son corps régénérera en quelques mois, mais la récupération sera douloureuse. Il peut y avoir des complications. Infection, hémorragie, dans de rares cas, défaillance de l'organe restant. Et pour lui,
demanda-t-elle, regardant à travers la fenêtre de la salle où le garçon était préparé. Si tout se passe bien, le tissu nouveau prendra immédiatement la fonction. Son corps est jeune. Il a une capacité de guérison que les adultes n'ont pas. Mais je ne peux rien promettre. Le cancer peut revenir. La greffe peut être rejetée. Mais il a une chance. Oui, admit le chirurgien. Il a une chance. Sans cela, il n'a aucune chance. Elle signa des papiers qu'elle réussit à peine à lire à travers les larmes qui brouillaient sa vision. Des documents exonérant la clinique de toute responsabilité, reconnaissant les risques, transformant cet acte d'amour en transaction médicale froide. Avant d'être emmenée dans la salle de préparation, elle demanda à voir le garçon une dernière fois. Il était éveillé, les yeux grands ouverts de peur au milieu de visages étranges parlant une langue inconnue. « Tu es là » dit-il en la voyant, et le soulagement dans sa voix la déchira presque. « Je serai toujours là », promit-elle en lui embrassant le front. « Nous allons dormir un peu maintenant, et quand nous nous réveillerons, tout ira mieux. »« Tu promets ?»« Je promets. » Ce furent les derniers mots échangés avant les opérations. Elle fut emmenée dans une salle, lui dans une autre. 2 équipes travaillant simultanément. Une course contre la montre où chaque seconde déciderait s'il vivrait ou mourrait. Alors que l'anesthésie commençait à faire effet, sa dernière pensée consciente fut pour Richard. Il avait dû découvrir leur disparition maintenant. Il devait être fou. La police les cherchait probablement déjà. Elle serait arrêtée à son retour. Peut-être poursuivie. Elle perdrait tout. Mais si le garçon survivait, rien de tout cela n'avait d'importance. L'obscurité l'engloutit, et les machines commencèrent leur travail méticuleux de séparer des morceaux de vie pour créer un nouvel espoir. Dehors, le soleil se levait sur une ville qui ignorait le drame qui se déroulait dans ses ombres. Et à Los Angeles, dans une chambre d'hôpital vide avec les alarmes enfin déclenchées, Richard tenait un mot glissé sous l'oreiller. Seulement 3 mots écrits d'une écriture tremblante, « Fais-moi confiance ». Richard lut ces 3 mots 50 fois avant que son cerveau n'en saisisse le sens. Lorsqu'il comprit enfin, quand la réalité de la chambre vide et des moniteurs silencieux pénétra sa conscience, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, une panique absolue. Les infirmières couraient dans le couloir. Les agents de sécurité parlaient urgemment dans leur radio. Quelqu'un cria qu'il fallait vérifier les caméras de surveillance. Le directeur de l'hôpital arriva, le visage rouge, exigeant des explications que personne ne pouvait donner. Mais Richard resta paralysé, tenant ce morceau de papier comme s'il s'agissait de la seule chose solide dans un monde qui avait perdu toute logique. Elle avait emmené son fils. La domestique. La femme en qui il avait une confiance aveugle pendant 3 ans avait disparu avec la seule personne qui comptait dans l'univers. La police arriva en 15 minutes. 2 détectives au visage grave, carnet à la main. Ils posèrent des questions qui semblaient venir de très loin. Quand avait-il vu l'enfant pour la dernière fois? La domestique avait-elle montré un comportement étrange? Avait-il des raisons de croire qu'elle pouvait faire une chose pareille? Richard était incapable de répondre de façon cohérente. Son esprit tournait en rond, cherchant un sens là où il n'y en avait pas. Pourquoi aurait-elle fait cela? Pour lui faire du mal? Pour demander une rançon? L'idée semblait absurde. Elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'argent. Elle n'avait jamais rien demandé d'autre que le salaire équitable qui lui versait. Ce ne fut que lorsque le détective le plus âgé mentionna, d'un ton presque anodin, qu'on avait trouvé dans l'ordinateur public de l'hôpital des recherches effectuées sur les dons de foie et la compatibilité tissulaire, que tout commença à s'emboîter. Elle cherchait des informations sur le don de foie. Compatibilité des tissus. Cliniques internationales. Le papier tomba des mains de Richard. Le monde s'arrêta de tourner un instant avant de s'emballer dans une direction totalement différente. « Elle n'a pas enlevé mon fils », dit-il d'une voix rauque. « Elle est partie le sauver. » Les heures suivantes furent un chaos d'appels frénétiques, de consultations d'avocats, de conversations urgentes avec des contacts du FBI. Richard mobilisa toutes ses ressources, mais cette fois, pas pour empêcher quelque chose. Pour protéger. Pour couvrir. Pour s'assurer que, si elle tentait vraiment l'impossible, rien ne l'empêcherait d'aller jusqu'au bout. On retrouva sa trace à la frontière. Un garde se souvenait d'une femme noire avec un petit garçon blond endormi sur la banquette arrière. Des relevés bancaires révélèrent des virements vers une clinique en territoire mexicain. Un établissement opérant à la limite de la légalité, mais réputé pour son excellence chirurgicale. « Monsieur », dit l'avocat principal, un homme qui facturait $1000 de l'heure. Si elle a effectivement pratiqué une transplantation non autorisée, en emmenant un mineur au-delà des frontières internationales, les accusations pourraient être extrêmement graves. Enlèvement. Trafic. Négligence médicale. Je ne veux pas qu'elle soit accusée de quoi que ce soit, coupa Richard.
Je veux que mon fils soit vivant. Et si elle y parvient, je lui donnerai tout ce qu'elle voudra pour le reste de sa vie. » La salle resta silencieuse. Les avocats échangèrent des regards mal à l'aise. « Ce n'est peut-être pas aussi simple, » dit l'un d'eux. « Les autorités mexicaines ont déjà été alertées. Il existe un protocole international pour ce genre de cas. » Richard se leva, et quelque chose dans sa posture fit reculer instinctivement tous ceux qui étaient présents. C'était l'homme qui avait bâti un empire par la seule force de sa volonté. L'homme qui n'acceptait jamais un non comme réponse. Alors changez le protocole. Payez qui il faut. Faites tout ce qu'il faudra. Mais assurez-vous que cette femme et mon fils rentrent chez eux sains et saufs. Pendant ce temps, à 1600 km de là, 2 opérations chirurgicales se déroulaient simultanément dans des salles adjacentes. L'équipe travaillant sur la domestique se mouvait avec une précision répétée 1000 fois. Le chirurgien pratiquait des incisions calculées, retirant la portion de foie avec un soin extrême. Chaque vaisseau sanguin devait être identifié, sectionné, cautérisé. Une erreur d'1 millimètre pouvait provoquer une hémorragie fatale. Dans la salle voisine, une autre équipe préparait le corps fragile du garçon. On retirait le foie dévasté par le cancer. Un organe presque inutilisable, plus tumeur que tissu sain. L'espace était préparé pour recevoir le don de vie qui se formait à quelques mètres de là. Le moment du transfert se fit dans une urgence silencieuse. Le tissu sain, encore palpitant de vie, fut transporté dans une solution glacée. Chaque minute comptait. Chaque seconde sans irrigation suffisante réduisait les chances de réussite. Lorsque le nouveau tissu fut relié au système circulatoire de l'enfant, tout le monde retint son souffle. Les premiers instants détermineraient tout. L'organe accepterait-il son nouvel hôte ou amorcerait-il un rejet? Le chirurgien observait chaque indicateur vital avec des yeux aguerris par des décennies d'expérience. Pression stabilisée, annonça une infirmière. Flux sanguin établi, dit une autre. Fonction hépatique détectée, compléta l'anesthésiste, avec une admiration à peine contenue. Dans la salle adjacente, la domestique luttait contre des complications. Sa tension artérielle avait dangereusement chuté pendant l'intervention. Elle saignait plus que prévu. L'équipe travaillait frénétiquement, ajoutant des transfusions, ajustant les médicaments, priant pour que ce corps, qui avait tant donné, trouve encore la force de se battre. 3 heures plus tard, lorsque les 2 chirurgies s'achevèrent enfin, le silence qui emplit les salles était lourd de possibilités. Succès ou tragédie pendait en équilibre, attendant le verdict du temps et de la biologie. Le garçon fut le premier à se réveiller, 18 heures après l'opération. Ses yeux s'ouvrirent lentement, confus, cherchant quelque chose de familier dans cet environnement inconnu. Une infirmière parlant un anglais approximatif tenta de le rassurer, mais il se mit à pleurer, demandant la femme qui l'avait amené là. « Elle se repose », expliqua doucement l'infirmière. « Mais elle va bien. Tu vas bien. Vous allez tous les deux bien. »« Elle m'a sauvé », demanda le garçon, avec cette clarté troublante que les enfants montrent parfois. L'infirmière dut essuyer ses propres larmes avant de répondre. « Oui, petit. Elle t'a sauvé. » La domestique se réveilla 6 heures plus tard, au milieu d'une douleur qui surpassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Chaque respiration était une torture. Chaque mouvement envoyait des vagues de souffrance à travers son abdomen. Mais la première chose qu'elle demanda, avant même d'ouvrir complètement les yeux, fut « L'enfant ». « Stable », répondit le chirurgien, resté spécialement à l'hôpital pour être présent à son réveil. Les signes sont exceptionnellement positifs. Le cancer semble en rémission. Son corps accepte le tissu comme s'il était le sien. Elle ferma de nouveau les yeux, et cette fois les larmes qui coulèrent étaient celles d'un soulagement si profond qu'il en devenait physique. Richard arriva 24 heures plus tard, accompagné d'une délégation de médecins américains, d'avocats et d'agents des 2 pays. Il avait accompli l'impossible, négocié une immunité diplomatique temporaire, obtenu des autorisations d'urgence de 3 agences différentes et assuré un transport médical sécurisé pour le retour aux États-Unis. Lorsqu'il entra dans la chambre où son fils reposait, branché à des moniteurs mais visiblement plus coloré qu'il ne l'avait été depuis des mois, Richard s'effondra. Il tomba à genoux près du lit et serra la petite main entre les siennes, sanglotant sans retenue. « Papa est là », murmura le garçon, touchant le visage de son père avec des doigts encore faibles. « Pleure pas. »« Je pleure parce que je suis heureux », réussit à dire Richard entre 2 larmes. « Tellement heureux que tu sois vivant. C'est elle qui m'a sauvé. Maman numéro 2. Je sais, mon fils. Je sais. » Quand Richard trouva enfin le courage d'aller dans la chambre où la domestique se rétablissait, il a vite essayé de s'asseoir malgré la douleur évidente que chaque mouvement lui causait. Elle leva les yeux vers lui avec une expression mêlant excuse et défi. « Je suis désolé de ne pas avoir demandé la permission, »
dit-elle avant qu'il ne puisse parler. Mais tu aurais dit non. Les médecins t'auraient dit non. Tout le monde aurait dit non. Et il serait mort. Richard tira une chaise et s'assit lourdement. Pendant un long moment, il la contempla en silence. Cette femme qui avait tout risqué, qui avait littéralement donné une partie d'elle-même, qui avait montré un courage qu'il ne soupçonnait même pas exister. « Comment puis-je te remercier ?» demanda-t-il enfin, la voix brisée. « Comment puis-je commencer à rendre ce que tu as fait ?» Elle secoua lentement la tête. « Tu n'as rien à me rendre. J'aime cet enfant. Je l'ai toujours aimé. Je le referai sans hésiter. Tu fais partie de notre famille maintenant, » dit Richard fermement. « Plus une employée. De la famille. Officiellement. Légalement. De toutes les manières qui comptent. » Ses yeux se remplirent de larmes fraîches. Il m'appelait déjà maman numéro 2. Alors c'est ce que tu es. Et tu le seras toujours. La récupération fut lente et remplie de défis qui mirent à l'épreuve la force de tous les impliqués. Pendant les premières semaines, le garçon connut des épisodes de fièvre qui tenaient l'équipe médicale en alerte maximale. Son petit corps luttait pour s'adapter au nouvel organe, oscillant entre acceptation et résistance. Chaque analyse de sang était attendue avec une anxiété qui volait le sommeil de Richard et laissait la domestique éveillée tard dans la nuit, priant doucement malgré la douleur qui traversait encore son propre corps. Elle avait insisté pour être transférée dans le même hôpital de Los Angeles où le garçon était hospitalisé. Les médecins argumentaient qu'elle avait besoin de repos absolu, que sa propre récupération exigeait des soins intensifs. Mais rien ne la convainquait de rester loin de lui. Richard utilisa son influence pour obtenir une chambre adjacente à celle du fils, où elle pourrait être proche même lorsqu'elle n'avait pas la force de quitter le lit. Pendant ces semaines incertaines, quelque chose changea fondamentalement dans la dynamique de cette famille improvisée. Richard commença à passer des nuits entières à l'hôpital, non pas pour des réunions d'affaires ou des appels urgents, mais simplement pour être présent. Il apprit à changer les pansements, à reconnaître les signes d'inconfort de son fils, à raconter des histoires avec des voix amusantes qui faisaient sourire le garçon malgré sa fatigue. Et il apprit, en observant la domestique, ce que signifiait réellement aimer sans condition. Elle ne se plaignait jamais de la douleur qu'elle ressentait clairement. Elle ne parlait jamais de l'argent perdu, des économies d'une vie engloutie dans les examens et les voyages. Elle ne demandait jamais reconnaissance ni gratitude. Son seul objectif, inébranlable et absolu, était le bien-être du garçon qu'elle avait choisi de sauver. L'histoire fuit dans la presse 6 semaines après les opérations. Un employé de la clinique mexicaine vendit des informations à un tabloïd, et soudain le monde entier connaissait les détails de ce parcours impossible. Des journalistes campèrent aux abords de l'hôpital. Les demandes d'interview arrivaient par dizaines chaque jour. Les émissions de télévision proposaient des sommes obscènes pour une conversation exclusive. Elle refusa toutes les offres. « Je n'ai pas fait ça pour passer à la télévision », dit-elle à l'avocat de Richard, qui tentait de gérer la situation médiatique. « Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Parce qu'il en avait besoin. » Mais toute l'attention n'était pas positive. Des débats enflammés surgirent sur l'éthique médicale, sur la question de savoir si ce qu'elle avait fait relevait de l'héroïsme ou d'une irresponsabilité criminelle. Des médecins réputés apparurent dans des émissions nocturnes pour discuter des dangers des chirurgies non réglementées. Des avocats spéculaient sur de possibles accusations. Des groupes de défense des droits de l'enfant s'interrogeaient sur son droit à prendre des décisions aussi extrêmes pour un enfant qui n'était pas légalement le sien. Richard fit face à chaque critique avec une férocité qui surprit même ses partenaires commerciaux les plus anciens. Il accorda de rares interviews, apparitions publiques calculées, tout avec un seul message. Cette femme avait sauvé son fils alors que tout le système médical avait abandonné. Elle avait fait ce qu'aucun médecin n'avait osé faire, ce qu'aucune réglementation n'autorisait, ce que personne de rationnel n'aurait cru possible. Elle a donné une partie de son corps pour maintenir mon fils en vie, déclara Richard lors d'une conférence de presse retransmise à l'international. Alors que j'étais paralysé par le désespoir, elle a agi. Alors que tout le monde disait qu'il n'y avait plus d'espoir, elle a créé de l'espoir. Comment peut-on juger cela? 3 mois après l'opération, les examens montrèrent ce que tous espéraient mais n'osaient presque pas croire. Rémission complète. Le cancer qui avait consumé le foie original du garçon ne montrait aucun signe dans le tissu transplanté. Le nouvel organe fonctionnait parfaitement, se régénérant et croissant avec le corps du garçon. Le premier jour de sa sortie fut marqué par une célébration contenue. L'équipe médicale qui avait suivi son cas forma une aide d'honneur alors qu'il quittait l'hôpital, non plus sur un brancard ou en fauteuil roulant, mais marchant de ses propres jambes, tenant la main de Richard et celle de la domestique de chaque côté. Les photographes capturèrent cette image, qui fit le tour du monde. Un garçon blond au centre, souriant malgré la fragilité encore visible de ses membres fins. À droite, un homme en costume qui avait appris que l'argent n'achetait pas ce qui compte vraiment.
À gauche, une femme noire avec une cicatrice traversant son abdomen, cachée sous des vêtements simples mais impossibles à ignorer. Une famille recomposée par le sacrifice et l'amour, défiant les définitions conventionnelles. De retour dans le manoir qui semblait maintenant différent, moins vide malgré son apparence inchangée, ils établirent de nouvelles routines. La domestique n'était plus employée. Richard insista pour l'adopter légalement comme tutrice du garçon, garantissant qu'elle ait les mêmes droits sur toutes les décisions concernant sa vie. Il créa un fonds fiduciaire en son nom, suffisant pour assurer sa sécurité financière pour le reste de sa vie. Elle accepta seulement après que Richard eut expliqué qu'il ne s'agissait pas de paiement. C'était une reconnaissance. Sa façon de montrer qu'il comprenait enfin le vrai sens de la famille. Le garçon s'adapta à la vie post-transplantation avec une résilience qui impressionnait les médecins. Il retourna à l'école 6 mois plus tard, portant une casquette pour cacher les cheveux qui repoussaient lentement après la chimiothérapie. Les autres enfants posaient des questions, et il répondait avec une honnêteté simple propre aux enfants. « J'étais très malade. Ma maman numéro 2 m'a donné un morceau d'aile pour que j'aille mieux. »« Ta maman peut faire ça ?» demandait-il, incrédule. « Oui, si elle t'aime vraiment, » répondait-il, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. 1 an après l'opération, ils organisèrent une fête qui était à la fois un anniversaire en retard et une célébration de la vie. Ce n'était pas une fête improvisée à l'hôpital avec des ballons tristes et de petits gâteaux. C'était une célébration authentique à la maison, avec des amis de l'école, des voisins, certains membres du personnel médical devenus famille durant les mois difficiles. La domestique observait de loin, souriant en voyant le garçon courir dans le jardin avec une énergie qui semblait impossible quelques mois plus tôt. Sa main touchait inconsciemment son abdomen, là où la cicatrice restait comme un souvenir permanent de son choix. Richard s'approcha, portant 2 coupes de champagne. Il en tendit une à elle. « Pour les miracles, » dit-il. « Pour l'amour, » corrigea-t-elle doucement. Ils trinquèrent en silence, regardant le garçon souffler ses bougies, entouré de personnes qui se souciaient vraiment de lui. Et à ce moment-là, ils comprirent tous les deux quelque chose de fondamental. La famille ne se définit pas par le sang, les noms ou les documents légaux. Elle se définit par ceux qui restent présents lorsque le monde s'effondre. Par ceux qui agissent lorsque tous les autres abandonnent. Par ceux qui aiment sans rien attendre en retour. Des invitations pour interviews, des propositions de livres, des offres de films sur leur histoire continuaient d'arriver. La domestique refusait toujours tout. Non pas pour cacher ce qu'elle avait fait, mais parce que, pour elle, ce n'était pas une histoire extraordinaire. C'était simplement l'amour accomplissant ce que l'amour fait, tout ce qui est nécessaire pour protéger ceux qui comptent. « Tu ne raconteras jamais ta version ?» demanda Richard une nuit, alors qu'il mettait le garçon au lit. « Ma version est là, » répondit-elle, en désignant le garçon endormi paisiblement, le couvert aux oursons tiré jusqu'au menton. Vivant et en bonne santé. C'est la seule version qui compte. Richard comprit. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentit complètement en paix. Les mois devinrent des années. Le garçon grandit fort, franchissant chaque étape médicale avec une aisance croissante. Les visites à l'hôpital devinrent espacées, puis annuelles, puis seulement des contrôles de routine. La cicatrice sur son abdomen s'estompa, devenant une ligne argentée qu'il touchait parfois, se rappelant la femme qui avait choisi de le sauver. Et à chaque moment important, premier jour d'école sans restriction médicale, premier championnat de football, première représentation au récital, 2 personnes étaient toujours présentes dans le public. Un père qui avait appris que la présence vaut plus que la richesse. Et une mère qui n'avait jamais eu besoin de lien de sang pour aimer inconditionnellement. Leur histoire devint une légende urbaine, une parabole moderne sur le sacrifice et la rédemption. Mais pour eux, c'était simplement la vie. Imperfecte, compliquée, construite sur des choix impossibles et un amour qui refusait d'accepter la défaite. Des années plus tard, lorsque le garçon était déjà adolescent et en bonne santé, un journaliste obtint enfin une brève interview. Il demanda ce qu'il avait appris de tout ce qu'il avait vécu. Le garçon réfléchit avant de répondre. « J'ai appris que la famille, c'est ceux qui choisissent de rester quand il serait plus facile de partir. Et que le véritable amour ne demande pas la permission. Il agit simplement. » C'était une leçon qui valait plus que n'importe quelle fortune. Et une leçon qui changerait tout ce qu'il entendrait, leur rappelant que l'héroïsme existe dans les actes silencieux de personnes ordinaires choisissant d'aimer extraordinairement. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres récits célébrant le meilleur de l'humanité.